KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Ma retraite arrivera dans 2 ans. Il faut tenir jusque-là. Elle se faisait une fête. Puis, un autre mot de renonçant. Enfin. Sa canne repoussait sur les bords du sentier un crottin de cheval desséché, avec quelque chose comme une douceur fraternelle et le sentiment d'une parenté. Il existait d'autres sujets d'inquiétude. Le cousin Jules écrivit qu'il ne pourrait leur prendre qu'à un prix très réduit les prés dont le fermage tombait cette année, qu'ils étaient libres d'essayer d'autres fermiers. Il n'y fallait pas songer. Les prés en question s'englobaient dans les terres du cousin Jules de telle manière que leur irrigation, et même leur exploitation, dépendaient à peu près de lui. Aucune leçon particulière n'ayant été, ces derniers mois, demandée au professeur, le budget devait, de ce chef, présenter des lacunes que la décision de Jules n'aiderait pas à combler. Cependant, peu de choses en parut à l'œil nu. Madame Méridier savait concilier les facultés et les besoins. Elle gardait la même robe qu'Augustin lui connaissait depuis bien des étés. Sa coiffure offrait ce démodé doux qui lui constituait un style. Petite bourgeoise chargée de famille, elle devait faire bien des visites dans les diverses boutiques de la ville pour découvrir en vêtements et en nourriture les occasions avantageuses. Il lui fallait recouvrir d'une ingéniosité amène son économie féroce pour que l'épicier, le boucher, le négociant en légumes et fromages, le marchand de nouveautés, retinssent les paroles affreuses dont il fouette les clients pauvres, d'aspect bourgeois, et qu'elle pût, avec décence, ressortir de certains antres sans avoir rien acheté. Augustin retrouvait vieilli, changé de timbre et de signification, tous les environnements de son enfance. Parfois, il lui persuadait que c'était lui qui était resté le même, qu'eux, au contraire, avaient changé. Il concentrait sur eux les rapetissements de la vieillesse. Ils avaient l'air d'avoir voyagé en arrière, comme un paysage de train. Cet encombrement de maisons à petits-enfants que lui rappelait sa mémoire était maintenant chose du passé. Mais d'autres soucis prenaient sa place, de poids et volume au moins égaux, si leur substance différait. La santé de la petite Jacqueline ne s'améliorait pas. Le grand domaine avait étalé sur ses joues une pâle petite teinte rose, à peine physique, presque morale, semblable à une marque de bonne volonté. Les assiettes que sa maman posait devant elle parurent, les premières semaines, susciter quelque chose qui, développé, eût ressemblé à de l'appétit. Puis tout s'effaça, appétit et teinte. On revit une délicate figure paisible, aux yeux bistrés, une enfant que les amusements bruyants fatiguaient autant que les promenades, jouant interminablement seule avec sa poupée, à des petits jeux silencieux. La maman tremblait pour quand arriverait l'âge scolaire. La petite était de ces enfants qui rapportent, entre les feuillets de leurs livres d'écoliers, toutes les maladies traînant sur les préaux. Ce fut au dernier jour de septembre que les demoiselles Savouré se présentèrent chez Monsieur Méridier. Depuis 2 ans déjà, les Ursulines avaient été bannies de la République, et parmi toutes les raisons qui empêchaient le peuple français d'être heureux, au moins ne pouvait-on plus compter leur présence. Mère Marie des 5 Plaies et les autres mères vivaient dispersées dans les pays du Nord, Angleterre, Belgique, Hollande. Le vieux couvent logeait maintenant les pompiers et d'ingénieuses adaptations embellissaient son architecture. Des remises à matériel occupant l'ancien jardin des Charmilles, on avait éventré les vieux cloîtres pour leur ménager un accès direct à la rue. Les latrines étaient installées dans la chapelle des enfants de Marie. Elles comportaient 6 sièges à la turque et des installations sanitaires à débit d'huile en ardoise de Trélazé.
Des inscriptions pieuses ressortaient encore, çà et là, sous le lait de chaux qui laïcisait les murailles. S'apercevait qu'elles suscitaient le rire, aurait bien voulu disparaître, mais ne savait pas le chemin pour rentrer au néant. Les maçons et autres corps d'État les avaient ornées d'adjonctions plaisantes, grasses, gaillardes et démocratiques pour les réveiller un peu, leur donner des couleurs, comme on marque de rouge un cou d'agneau blanc. M. Marguillier, votant au Sénat l'expulsion des Ursulines, eut l'intégrité de vendre son étude assez tôt pour que nul au monde, lorsqu'elle serait chargée de cette fructueuse liquidation, ne pût soupçonner son vote d'autre utilité que celle de l'État. Cependant, il eût été inique que ses intérêts particuliers souffrissent de son dévouement à la chose publique. Aussi, par d'ingénieux, opulents, indécelables et justes procédés, plus perfectionnés que des contre-lettres, l'acheteur dut lui tenir compte d'une plus-value qui lui était due. De fréquents conciliabules eurent lieu entre l'architecte départemental et M. Matruchot, le liquidateur et nouvel avoué. Il se promenait dans la petite rue solitaire transformée en chantier. On vit et revit la grosse serviette de M. Matruchot, sa boutonnière cornelle et palme, sa barbe blonde et gaie, tombant sur un gilet de fantaisie à pois marron, ses gestes cordiaux, vifs, incessants, enfin tout le détail de cet ensemble bien français. C'était le moment où d'autres réformes virent le jour, d'importance majeure et d'une grande technicité, au nombre desquelles il faut certainement compter le changement de nom de la vieille rue au Prémontré, qui devient rue Étienne Dolet. Mais ces explications n'intéressent pas l'histoire des demoiselles Savouré. Les demoiselles Savouré, dont la petite pension végétait, virent soudain affluer chez elles, au moins pendant le temps qu'on mit à construire et équiper le lycée de jeunes filles, toute la clientèle des Ursulines. Christine venait d'y prendre son brevet élémentaire sous la direction de mademoiselle Savouré la jeune, lorsque ces demoiselles décidèrent de confier, sinon toute la préparation littéraire du brevet supérieur, au moins quelques leçons à un professeur de lycée. On leur avait fait entendre que ces messieurs verraient cette mesure d'un bon œil pour les examens futurs. Il était tout naturel qu'elles demandassent des conférences à M. Méridier, bien pensant, dont elle avait la grande fille, dont elles auraient les deux autres. Mademoiselle Savouré, l'aînée, expliquait ces circonstances à M. Méridier de ses lèvres extra minces, encore jolies, aux roses pauvres, traversées de temps à autre d'une plate langue dogmatique. Ces lèvres, adaptées à l'émission de concises maximes morales, d'explications dictées et d'énonciations formalistes, refusaient à peu près de se montrer en dehors de ses usages. Augustin, qui la recevait avec son père, sentait des fourmillements dans ses doigts. Il dessinait, malgré lui, la bouche ascétique, le visage froid aux rides stabilisées, le front gris pierre sous les plats bandeaux gris d'argent, si miesquement austère, ménagé par l'auteur de la nature entre ce nez et cette bouche, comme si mademoiselle Savouré, l'aînée, séparait les deux sens pour mieux renoncer à leur volupté de s'en servir ensemble. Il explorait une haute et stricte vie, qui avait besoin d'un faciès spécial pour ne rien laisser perdre dans le monde laïque de l'essentiel du monde cloîtré, où se réfugiaient ses rêves probables. Au contraire, mademoiselle Savouré la jeune, ou comme on disait mademoiselle Marie, était une figure tendre et offerte, d'une délicate mélancolie. Les premiers filets de coupe rose avaient eu le temps de se poser sur les convexités de son visage, resté enfantine. Forte en littérature, elle montrait beaucoup de style et de sentiment, qu'on retrouvait aussi en ses leçons de piano et de tous les arts d'agrément qu'elle enseignait. Elle représentait, dans la sévère pension Savouré, la poésie, le chant, l'émouvante jeunesse de l'âge mûr, ce pathétique de la fantaisie étouffée sous les règles et qui accepte de s'y éteindre. Mademoiselle Marie Savouré
prendrait les parties du programme les plus faciles, celles que M. Méridier ne croyait pas devoir se réserver. Elle avait relevé tous les sujets donnés à l'Académie. Si M. Méridier voulait les consulter. Ces dames ne pouvaient offrir que très peu, bien insuffisant pour quelqu'un du mérite de M. Méridier. 1 000 francs par an pour 2 cours d'1h30 chaque semaine. C'était une sorte d'œuvre, n'est-ce pas? Et il était très vrai que les postulantes, destinées à remplacer dans les écoles les anciennes religieuses, avaient reflué chez les demoiselles Savouré pour un prix de pension purement nominal. Elles partirent, et mademoiselle Marie dirigea une fois de plus vers les murs, la cheminée, les meubles et même le balai du crin du foyer, ses beaux yeux tendres et tristes, ses lèvres charnues, vives, petites, ajustées à une date de son cœur fort intérieur, en retard sur ses conquêtes morales, tournée vers un monde de désirs que son âme ne connaissait plus. Ce projet amusa M. Méridier, lui adoucit les années si dures à passer encore au lycée, lui parut une transition vers quelque futur bonheur. Christine était ravie. Elle regrettait qu'il n'y eût que 2 conférences par semaine. Elle se penchait à la manche de son père. Elle fixait droit sur lui les diamants de ses yeux noirs. « Oh, que c'est ennuyeux, mon papa. Quoi, petite Cricri, de ne pas aller avec toi tous les matins, tous les matins, tous les matins ?» Pendue au bras de son père, lourde, câline, elle continua sur l'assonance. « Mais ce sera pour l'an prochain. Pour l'an prochain !» Les enfantines, chant premier par mademoiselle Cricri, 15 ans, fit Augustin derrière elle. Cette survivance des anciens tons protecteurs et des suffisances qui déplaisaient tant jadis à la petite fille ne lui laissait maintenant qu'un air de confusion heureuse. C'est ainsi qu'ils passèrent ces vacances, dont Augustin devait précieusement garder le souvenir unique. Dès les premiers soirs d'octobre, le père apporta 32 copies de thèmes latins à corriger. « Passe-les-moi, dit Augustin. Je te les classerai avec la statistique des fautes. » Mais parce qu'il bénéficiait encore du repos des vacances et de la présence de son fils, parce qu'il subissait la contagion d'un art de mépriser bien plus efficace et plus savant que le sien, M. Méridier montra une hautaine et inattendue bénignité. « Il est, dit-il, debout contre la fenêtre, dans la lumière jaune du bel octobre, beaucoup plus de choses secondaires que nous ne croyons. Nous voyons tout, trop gros, trop près. » Suivit une belle citation de Bossuet sur la considération des fins dernières. Aux chrétiens, que 20 siècles de christianisme ont à peu près mis chez tout honnête homme, cette phrase magnifique apporte de nouvelles espérances, le commencement d'une autre lumière. Et je ne sais si, prise en elle-même, séparée de ses suites radieuses, un non-chrétien ne découvre pas autant de grandeur dans sa sombre sérénité. « Je ne comprends pas », cria le jeune Pierre hargneux. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» demanda Augustin en se retournant. « Ma version, pardi !»« Laisse, père, je vais lui expliquer. » L'enfant écouta de mauvaise grâce, reçut avec une froide indifférence le pronostic qu'il serait encore dernier, et dit que tout le latin l'embêtait. Les journées se terminaient, ainsi qu'autrefois, par la prière que M. Méridier disait tous les soirs contre la table de la salle à manger, comme au temps de l'enfance d'Augustin. Dans ce silence où battait la pendule, battement rythmique si connu de lui, si lié à cette maison, qu'il semblait être une chose vivante et individuelle, porter comme les hommes un nom et un prénom. Augustin voyait de près, sur le visage encore robuste de sa mère, tout un réseau de plis et de rides nés depuis son dernier séjour. Il maniait du regard, comme il en eut de sa main palpé l'étoffe, cette fermeté positive en face des choses, des hommes et des devoirs, que ses traits allaient chercher dans le passé de sa famille. Mais le contact actif avec son mari et ses enfants, le jeu d'une conscience incessamment rajustée à ce qu'elle appelait la volonté de Dieu, avait enrichi et nuancé l'héritage.
Il attendait que son fils communiât auprès d'elle, le lendemain, dimanche, comme il faisait jadis, comme il n'avait jamais cessé de faire aux veilles des départs d'octobre. Comment lui expliquer que tout était en lui pareil à un grand tronc pourri du pied, prêt à filer sur les pentes? En cet état, sans doute, il pouvait bien prier, élever ses mains vers l'inconnaissable, au trop juste nom. Il pouvait prononcer le De profundis clamavi ad te domine. Comme cette salle à manger à odeur de pain, il pouvait dire « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant. Oh, maintenant, précisément maintenant. » Ces prières lui allaient bien. Elles étaient coupées à la mesure de son âme. Mais les sacrements? Si toutes ces angoisses priaient avec lui, se penchaient ensemble sur ses deux poignets, elles se hérissaient devant la sainte table. Comment lui ferait-il comprendre cela? Il se rappelait un désespoir tout semblable et naïvement extrême du temps de Renan. Quand la prière fut finie, elle demanda, comme Augustin était bien sûr qu'elle ferait, « Tu viendras demain avec moi à la messe de 7 heures? Nous déjeunerons après. » Ce qui signifiait bien entendu « Tu communieras avec moi », car Augustin retrouvait en elle ce qu'il avait toujours connu, une sorte de timidité à exprimer en termes clairs ses moments de plus haute vie intérieure. Tout son visage, précocement vieilli, rayonnait d'ingénuité et d'attente. Devinerait-elle? La verrait-il souffrir? Irait-elle plus loin que les prétextes du refus? Jusqu'aux lourdes raisons fondamentales? Risquerait-elle les vains conseils? Et combien prendrait de temps à naître la résignation immédiate et apparente? Car la résignation profonde, Augustin savait bien qu'elle ne naîtrait jamais. Elle dit simplement, après une poignante seconde de silence, « Mais tu viendras bien à la messe avec moi, n'est-ce pas, mon Tintin ?» Il regardait, parmi ses cheveux devenus rares, la petite mèche grise coiffée qui tournait en virgule sur les tempes. Elle ajouta avec une douce sérénité, faisant elle-même la demande et la réponse, « Bien sûr. » Elle lui riait d'amour, d'un grand rire interminable, son cher visage déjà vieux. Il fut donc avec elle, le lendemain, à cette messe de 7 heures où elle communia seule ce dimanche-là, et le dimanche qui suivit. Elle portait son manuel de piété de la jeune fille, datant des Ursulines, où était inscrit son nom, les initiales JMJ, et son numéro de pensionnaire. Elle le tenait ouvert dans ses gantes noires raccommodées au bout de tous les doigts. Sans doute la pauvre femme n'avait pu comprendre qu'à moitié. La moitié suffisait, elle le savait bien, pour changer le plan et l'orientation de son devoir de prière. Cependant, rien ne se montrait d'une souffrance qui ne devait pas se voir, ni compter que pour la comptabilité intérieure de ces holocaustes. Tout restait simple, riant, sans ombre, paysage limpide où son fils pouvait se promener de bout en bout, comme avant. Il sembla à Augustin qu'elle n'avait même pas compris à moitié. Quoi d'étonnant? Que voyait-il lui-même de précis dans ses décisions prochaines? Debout auprès d'elle, dominant son agenouillement, statue de raideur et d'incertitude, l'âme traversée d'indifférence, de contradictions désolées et de distractions en dérive, il considérait le chapeau vieux de plusieurs étés. S'il avait vécu là, bourgeois de cette ville, mené une quelconque carrière, avocat, receveur d'enregistrements, pharmacien, épousé une fille de ces vieilles maisons, semblable à Marie de chez nous, quels doutes se fussent jamais élevés. Il eût été le docile enfant des traditions chrétiennes, en un monde tout clair, rapetissé, ni plus ni moins distant de l'absolu insondable. Il serait mort comme ses parents et ses grands-parents, un chapelet dans les mains. Au moment rituel, sa mère se leva parmi d'autres fidèles pour aller communier. Il la vit partir et revenir écrasée, comme autrefois. Un autre vicaire sortit du confessionnal qui avait abrité l'abbé en pluie. Comme ils rentrèrent, le facteur apportait le maigre courrier du professeur.
le journal des débats, un catalogue du beau marché, un autre des livres d'occasion. Parmi ces banalités, une enveloppe blanche de forme et qualité inusuelle pour eux. Madame Desgrès des Sablons les priait de déjeuner jeudi, mais Augustin devait rentrer dès le surlendemain. « Ils arrivent tard cette année, » dit son père. « Il est dommage que tu la manques. » Et nous aussi, bien entendu. Le train partait dans l'extrême matin. L'Hôtel de France avait fait prendre la malle dès la veille. Quand Augustin se leva, au milieu de la nuit, une odeur de chocolat filtrait sous la porte. Une belle ligne couleur de paille traînait sur le plancher. Il s'habilla, ouvrit la fenêtre. Un froid acide et cru maîtrisait l'air depuis de longues heures. Ses parents étaient levés, et aussi Christine. Ils circulaient dans l'appartement. On alluma la suspension pour le faire déjeuner. Une lampe pigeon boudait sur un coin de buffet, perdue en une plus grande lumière. On parlait de réveillon, de festivités. Sa mère avait eu le temps de faire griller du pain. Le chocolat sentait bon. Augustin riait, l'estomac serré. Rien ne voulait descendre par sa gorge. On tirait la montre comme pour un jeu. On restait parfois la bouche ouverte, la respiration coupée, au beau milieu de ce sourire qui ne cessait pas. La petite Suzanne apparut en chemise, mal éveillée, les yeux éblouis pour embrasser son frère. « Veux-tu bien te recoucher, vilaine fille ?» On rit beaucoup. Allons, c'était l'heure. Le train de 4h17 l'emporta parmi les voyageurs de commerce. Un ecclésiastique, des soldats pensionnaires et un homme gras et rose qui dormait bouche ouverte. C'était un express de longue distance, sans clientèle locale, sans paysans cantaliens. Chapitre 2. Le semestre qui suivit fut le plus triste de cette époque. Seul persistait, magnifique et régulier, le travail sauveur. Augustin se proposait de soumettre à son professeur de seconde année, comme mémoire préalable à l'agrégation, une étude de la critique de Kant par Schopenhauer. Sur ces 2 claviers, il avait joué avec force et finesse les variations métaphysiques habituelles. Il allait trouver la note obtenue par son travail du trimestre précédent. Modèle d'effort pénétrant, scrupuleux et équilibré. Il s'en réjouirait d'une joie calme. Surtout, il lui serait gré de s'être laissé explorer sans crise de conscience. Aucune critique n'y serait déchirante, aucune négation hérétique. Augustin l'aimerait pour cela d'une amitié consolatrice, solde de quelques grands et douloureux amours. Cette étude devait être prête pour Pâques. Elle l'était. Bien souvent, au cours de soirées heureuses, ses fiches établies, maintes pages rédigées, toute richesse engrangée pour l'approche de Pâques, Augustin pressentait avec terreur le moment où, de nouveau, il heurterait son front au problème éternel. Or, cette fois, unique entre toutes les fois, la question ne s'égarerait point sur les hautes landes spéculatives, aux modelés changeants suivant les souffles de l'esprit. Il existait un réduit précis, immodifiable, d'où on ne la délogerait pas. Une nouvelle détresse commença, dure, arrêtée, rigide, parmi l'immense assemblage de détresses, fondant d'habitude l'une dans l'autre en une continuité mollasse. Elle avait un nom, elle était liée à une date, jusqu'à laquelle elle grandissait, à partir de laquelle elle cessait d'être. Elle s'appelait faire ses Pâques. Ainsi comprimée entre 2 jours de calendrier, au lieu de pénétrer toute l'extension de sa vie, elle donnait, si immatérielle qu'elle fût, l'expression de faire mal à un endroit précis du corps. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.